sûrement, il va parler à ma place. Bon, la dernière fois, donc, je vous avais parlé de Boulainvilliers. Mais je ne voudrais pas que... J'ai l'impression que ça vibre terriblement, ce micro, non? Oui, non, ça va? Ça va pas? Ça va pas parce que ça vibre trop. C'est trop fort? Pas assez? Oh. Oui, donc en vous parlant de Boulainvilliers la fois dernière, je ne voulais pas du tout vous montrer qu'avec Boulainvilliers commençait quelque chose comme l'histoire, parce qu'après tout, il n'y a pas de raison de dire que l'histoire naît plutôt avec lui qu'avec, par exemple, ces juristes du XVIe siècle qui avaient collationné les monuments du droit public. Il n'y a pas de raison de dire que c'est Boulainvilliers qui a inventé l'histoire plutôt que ces parlementaires qui, tout au long du XVIIe siècle, avaient recherché dans les archives et en quelque sorte dans la jurisprudence de l'État ce que pouvaient être les lois fondamentales du royaume. Il n'y a pas de raison de dire que c'est Boulainvilliers plutôt que ces bénédictins qui avaient été les grands rassembleurs de chartes depuis la fin du XVIe siècle. En fait, ce qui s'est constitué au début du XVIIIe siècle, avec Boulainvilliers, c'est quelque chose, je crois, qui est un champ historico-politique. Champ historico-politique en quel sens? Je crois d'abord en celui-ci. C'est que, en prenant ou plutôt les nations pour objet, Boulainvilliers a analysé sous les institutions, sous les événements, sous les rois et sous leur pouvoir, quelque chose d'autre. Ces sociétés, par conséquent, comme on disait à l'époque, où se liaient à la fois les intérêts, les coutumes et les lois. En prenant donc cet objet, qu'est-ce qu'il fait? Il pratiquait une double conversion. Une double conversion en ceci, que d'une part, il faisait, et je crois ça, c'était la première fois que ça se produisait, l'histoire des sujets. C'est-à-dire qu'il passait de l'autre côté par rapport au pouvoir, il commençait à donner statut dans l'histoire à quelque chose qui deviendra, si vous voulez, au XIXe siècle, avec Michelet, l'histoire du peuple ou des peuples. Il découvrait une certaine matière de l'histoire qui était l'autre côté de la relation de pouvoir. Mais cette matière de l'histoire, cette matière nouvelle, il l'analysait comme quoi? Il l'analysait non pas comme une substance inerte, mais comme une force ou des forces, parmi lesquelles le pouvoir lui-même n'était que l'une d'entre elles. Le pouvoir étant justement cette espèce de force singulière, la plus étrange parmi toutes les forces qui se battaient à l'intérieur du corps social, puisqu'en un sens, le pouvoir, le tout petit groupe, en tout cas, de ceux qui exercent le pouvoir, au fond, n'ont pas de force, et pourtant, ce pouvoir, au bout du compte, devient la plus forte de toutes les forces, et une force à laquelle aucune autre ne peut, en fin de compte, résister, sauf violence, sauf révolte. Ce que Boulainvilliers découvrait, c'était que l'histoire ne devait pas être l'histoire du pouvoir, mais l'histoire de ce couple monstrueux, si vous voulez, ce couple étrange en tout cas, dont aucune fiction juridique ne pouvait exactement réduire ou analyser l'énigme, c'est-à-dire le couple entre les forces originaires du peuple et la force finalement constituée de quelque chose qui n'a pas de force et qui est pourtant le pouvoir. Je crois qu'en plaçant là le centre de gravité de son analyse, bien, Boulainvilliers faisait quelque chose d'important. D'abord parce qu'il définissait le principe de ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, le caractère relationnel du pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas une propriété, le pouvoir, ce n'est pas une puissance, le pouvoir, ce n'est jamais qu'une relation. Une relation que l'on peut et que l'on doit étudier, qui ne peut s'étudier qu'en fonction des termes entre lesquels cette relation joue. Ce n'est donc
On ne peut donc faire ni l'histoire des rois, ni l'histoire des peuples, mais l'histoire de ce qui constitue l'un en face de l'autre, ces deux termes, dont l'un n'est jamais l'infini et dont l'autre n'est jamais zéro. Et en faisant cette histoire, en définissant le caractère relationnel du pouvoir et en l'analysant dans l'histoire, eh bien, Boulainvilliers récusait, et c'est là, je crois, l'autre aspect de son opération, il récusait le modèle juridique de la souveraineté, ce modèle juridique de la souveraineté qui avait été jusque-là la seule manière que l'on avait de penser le rapport entre le peuple et le monarque, ou encore entre le peuple et ceux qui gouvernent. Ce n'est pas en termes juridiques de souveraineté, mais en termes historiques de domination et de jeu entre les rapports de force que Boulainvilliers a décrit ce phénomène du pouvoir, et c'est dans ce champ-là qu'il a placé l'objet de son analyse historique. Bon. Or, en faisant en se donnant pour objet un pouvoir qui était essentiellement relationnel et non adéquat à la forme juridique de la souveraineté. En définissant donc un champ de force où se joue la relation de pouvoir. Eh bien, je crois que Boulainvilliers, je vous l'ai indiqué d'un mot la dernière fois, Boulainvilliers prenait pour objet du savoir historique cela même dont Machiavel avait fait l'analyse. Mais dont Machiavel avait fait l'analyse en termes prescriptifs de stratégie, et d'une stratégie vue du côté, et du côté seulement, du pouvoir ou du prince. On dira que Machiavel a fait autre chose que de donner au prince des conseils sérieux et ironiques, ça c'est une autre question. On dira qu'il a fait autre chose que de donner au prince des conseils dans la gestion et l'organisation du pouvoir, et qu'après tout, le texte lui-même du prince est plein de références historiques. On dira aussi que Machiavel a fait un discours sur la première décade de Tite-Live, etc. Mais en fait, chez Machiavel, l'histoire n'est pas le domaine dans lequel il va analyser ses relations de pouvoir. L'histoire pour Machiavel, c'est simplement un lieu d'exemple, une sorte de recueil de jurisprudence ou de modèle tactique pour l'exercice du pouvoir. L'histoire pour Machiavel ne fait jamais que enregistrer des rapports de force et des calculs auxquels ce rapport a donné lieu. Bon, en revanche, pour Boulainvilliers, et c'est là, je crois, l'important, le rapport de force et le jeu du pouvoir, c'est la substance même de l'histoire. S'il y a de l'histoire, s'il y a des événements, si quelque chose arrive dont on peut et il faut garder la mémoire, c'est dans la mesure où précisément se jouent entre les hommes des rapports de pouvoir, des rapports de force et un certain jeu de pouvoir. Le récit historique, par conséquent, et le calcul politique ont pour Boulainvilliers exactement le même objet. Sans doute, le récit historique et le calcul politique n'ont pas la même fin, mais ce dont il parle, ce dont il est question dans le récit politique, dans le récit historique et dans le calcul politique, cela est exactement en continuité. On a donc chez Boulainvilliers, je crois, pour la première fois, un continuum historico-politique. On peut dire aussi en un autre sens que Boulainvilliers a ouvert un champ historico-politique, l'a ouvert en un autre sens, pour la raison de voici. Bon, je vous ai dit, et je crois que c'est fondamental pour comprendre à partir de quoi Boulainvilliers parlait, il s'agissait pour lui de prendre en critique le savoir des intendants, cette espèce d'analyse et de programme de gouvernement que les intendants proposaient sans cesse au pouvoir. Les intendants ou d'une façon générale l'administration monarchique. Bon. Boulainvilliers, c'est vrai, s'oppose radicalement à ce savoir, mais il s'y oppose, je crois, en réimplantant à l'intérieur de son propre discours, et pour le faire fonctionner à ses propres fins, eh bien, les analyses mêmes qu'on trouve dans ce savoir des intendants. Il s'agit de le confisquer,
Et il s'agit de le faire fonctionner contre le système de la monarchie absolue, qui était à la fois le lieu de naissance et le champ d'utilisation de ce savoir administratif, de ce savoir des intendants, de ce savoir économique. Et au fond, quand Boulainvilliers analyse à travers l'histoire toute une série de relations précises entre, si vous voulez, organisation militaire et fiscalité, il ne fait pas autre chose que d'acclimater, ou plutôt d'utiliser pour ces analyses historiques, une forme de rapport, un type d'intelligibilité, un modèle de relation qui était exactement celui que le savoir administratif, le savoir fiscal, le savoir des intendants avaient défini de leur côté. Par exemple, quand Boulainvilliers explique le rapport qu'il y a entre le mercenariat, l'élévation de la fiscalité, l'endettement paysan, l'impossibilité de commercialiser le produit de la terre, il ne fait pas autre chose que de reprendre, mais dans la dimension historique, ce qui était en question à l'époque. Chez les intendants ou financiers du règne de Louis XIV, vous trouvez exactement les mêmes spéculations, par exemple, chez des gens aussi bien que ce soit Bois-Guilbert ou Vauban. Bon, le rapport entre endettement terrien et enrichissement urbain, ça a été également une discussion essentielle dans toute la fin du XVIIe siècle et début du XVIIIe siècle. Donc, c'est bien le même mode d'intelligibilité que l'on trouve dans le savoir des intendants et dans les analyses historiques de Boulainvilliers, mais Boulainvilliers est le premier à avoir fait fonctionner ce type de relation à l'intérieur du domaine du récit historique. Autrement dit, Boulainvilliers fait fonctionner comme principe d'intelligibilité de l'histoire ce qui n'était jusque-là que le principe de rationalité dans la gestion de l'État, que le récit de l'histoire et la gestion de l'État entrent en continuité. C'est, je crois, un phénomène capital. L'utilisation du modèle de rationalité gestionnaire de l'État comme grille d'intelligibilité spéculative de l'histoire, c'est cela qui constitue le continuum historico-politique, un continuum historico-politique qui va faire que désormais parler de l'histoire et analyser la gestion de l'État pourront se faire selon le même vocabulaire et selon la même grille d'intelligibilité ou de calcul. En un troisième sens, enfin, je crois que Boulainvilliers a constitué un continuum historico-politique dans la mesure où, lorsqu'il raconte l'histoire, Boulainvilliers a un projet précis et particulier. Il s'agit bel et bien pour lui de redonner à la noblesse à la fois une mémoire qu'elle a perdue et un savoir qu'elle a toujours négligé. En lui redonnant mémoire et savoir, ce que Boulainvilliers veut faire, c'est de lui redonner force, de reconstituer la noblesse comme force à l'intérieur des forces du champ social. Par conséquent, pour Boulainvilliers, redonner, prendre la parole dans le domaine de l'histoire, raconter une histoire, ce n'est pas simplement décrire un rapport de force, ce n'est pas simplement réutiliser au profit, par exemple, de la noblesse, un calcul d'intelligibilité qui était jusqu'à présent celui du gouvernement. Il s'agit par là même de modifier dans leur dispositif même et dans leur équilibre actuel le rapport des forces. L'histoire n'est pas simplement analyseur ou descripteur de force, c'est un modificateur de force. Et par conséquent, là, le contrôle du discours historique, le fait d'avoir raison dans l'ordre du savoir historique, bref, dire la vérité de l'histoire, c'est par là même occuper une position stratégique décisive. Si vous voulez, pour résumer tout ceci, on peut dire
que la constitution d'un champ historico-politique se traduit par le fait qu'on est passé d'une histoire qui avait jusque-là pour fonction de dire le droit, et de dire le droit en racontant les exploits des héros ou des rois, leurs batailles ou leurs guerres, etc. Donc on est passé d'une histoire qui disait le droit en racontant les guerres à une histoire qui maintenant fait la guerre en déchiffrant la guerre et la lutte qui traversent toutes les institutions du droit et de la paix. Donc l'histoire est devenue un savoir des luttes qui se déploie lui-même et fonctionne dans un champ de lutte. Combat politique et savoir historique sont désormais liés l'un avec l'autre. Et s'il est vrai sans doute qu'il n'y a jamais eu d'affrontement qui ne se soit accompagné de souvenirs, de mémoires, de rituels divers de mémorisation, je crois que maintenant, à partir du XVIIIe siècle, et c'est là où, si vous voulez, la vie politique commence à s'inscrire dans les luttes réelles de la société, la vie et le savoir politique commencent à s'inscrire à ce moment-là, et bien c'est que la stratégie, le calcul immanent à ces luttes, va s'articuler sur un savoir historique qui est déchiffrement et analyse des forces. On ne peut pas comprendre l'émergence de cette dimension spécifiquement moderne de la politique sans comprendre comment le savoir historique est devenu, à partir du XVIIIe siècle, un élément de lutte. Donc, à la fois description de lutte et armes dans la lutte. Donc, organisation de ce champ politique, historico-politique, c'est l'histoire qui nous a apporté l'idée que nous sommes en guerre, et nous faisons la guerre à travers l'histoire. Bon, là-dessus, ceci étant fixé, deux mots, si vous voulez, avant de reprendre cette guerre qui se fait à travers l'histoire des guerres. Deux mots. L'un, d'abord, à propos, si vous voulez, de l'historicisme. À propos d'historique, tout le monde sait bien sûr que l'historicisme c'est la chose la plus affreuse du monde. Il n'y a pas de philosophie digne de ce nom, il n'y a pas de théorie de la société, il n'y a pas d'épistémologie un peu distinguée ou relevée qui ne doivent évidemment lutter radicalement contre la platitude de l'historique. Nul n'oserait avouer qu'il est historique. Et je crois qu'on pourrait montrer facilement comment, depuis le XIXe siècle, toutes les grandes philosophies ont été, d'une manière ou d'une autre, anti-historicistes. On pourrait montrer, je crois, également comment toutes les sciences humaines ne se soutiennent et peut-être à la limite n'existent que d'être anti-historicistes. On pourrait montrer aussi comment l'histoire, la discipline historique, dans ce recours qui l'enchante tellement, soit à une philosophie de l'histoire, soit à une idéalité juridique et morale, soit aux sciences humaines, eh bien, dans chacun de ces recours, l'histoire elle-même cherche à échapper à ce qui pourrait être sa pente fatale et intérieure à l'historicisme. Mais qu'est-ce que c'est que cet historicisme dont donc tout le monde, que ce soit la philosophie, les sciences humaines et l'histoire, se méfient tellement? Qu'est-ce que c'est donc que cet historicisme qu'il faut à tout prix conjurer, et que la modernité philosophique, scientifique et même politique a toujours essayé de conjurer? Eh bien, je crois que l'historicisme, ce n'est rien d'autre que ce que je viens précisément d'évoquer, c'est-à-dire ce nœud, cette appartenance incontournable de la guerre à l'histoire et réciproquement de l'histoire à la guerre. Le savoir historique, aussi loin qu'il aille, ne trouve jamais ni la nature, ni le droit, ni l'ordre, ni la paix. Aussi loin qu'il aille, le savoir historique ne rencontre que l'indéfini de la guerre, c'est-à-dire les forces avec leurs rapports et leurs affrontements et les événements
dans lequel se décide d'une manière toujours provisoire le rapport des forces. L'histoire ne rencontre que la guerre, mais cette guerre, l'histoire ne peut jamais la surplomber entièrement. L'histoire ne peut jamais contourner la guerre, ni en trouver les lois fondamentales, ni en poser les limites, tout simplement parce que la guerre elle-même soutient le savoir, la guerre passe par ce savoir, le traverse et le détermine. Ce savoir n'est jamais qu'une arme dans la guerre, ou encore un dispositif tactique à l'intérieur de cette guerre. La guerre se mène donc à travers l'histoire, et à travers l'histoire qui la raconte. Et de son côté, l'histoire ne peut jamais que déchiffrer une guerre qu'elle fait elle-même, ou qui passe par elle. Eh bien, je crois que ce nœud essentiel entre le savoir historique et la pratique de la guerre, ce nœud essentiel, c'est cela, en gros, qui constitue ce noyau irréductible de l'historicisme, ce noyau à la fois irréductible et qu'il s'agit toujours d'expurger. Il s'agit d'expurger, je crois, à cause de cette idée qui a été relancée sans cesse maintenant depuis un ou deux millénaires, cette idée qu'on peut appeler platonicienne, bien qu'il faille toujours se méfier de cette attribution générale que l'on fait de tout ce que l'on veut bannir à ce pauvre Platon. Enfin bref, l'idée que l'on retrouve liée vraisemblablement à toute l'organisation du savoir occidental, et qui est que le savoir et la vérité ne peuvent pas ne pas appartenir au registre de l'ordre et de la paix, que jamais on ne peut trouver le savoir et la vérité du côté de la violence, du désordre et de la guerre. Eh bien, cette idée que le savoir et la vérité ne peuvent pas appartenir à la guerre, mais ne peuvent être que de l'ordre de la paix, bon, cette idée, qu'elle soit platonicienne ou pas, peu importe, je crois que ce qui est essentiel, c'est que l'État moderne l'a profondément réimplanté de nos jours. Il l'a réimplanté dans quelque chose qu'on pourrait appeler la disciplinarisation des savoirs au XVIIIe siècle, et c'est cette idée qui nous rend insupportable l'historicisme, c'est-à-dire qui nous rend insupportable d'accepter quelque chose comme une circularité indissociable entre le savoir historique et les guerres qui à la fois sont racontées par lui et qui pourtant le traversent. Donc, problème, ou si vous voulez, première tâche, essayer d'être historiciste, c'est-à-dire d'analyser ce rapport perpétuel et incontournable entre l'histoire racontée par la guerre racontée par l'histoire et l'histoire traversée par cette guerre qu'il raconte. C'est donc dans cette ligne-là que j'essaierai de alors continuer cette petite histoire des Gaulois et des Francs que j'ai commencé. Voilà pour la première remarque, le premier excursus, si vous voulez, à propos de cet historisme. Bon, deuxième chose, c'est un thème que je viens d'aborder à l'instant, la disciplinarisation des savoirs au XVIIIe siècle, ou si vous voulez, par un autre biais, une objection qu'on peut faire. En plaçant ainsi l'histoire des guerres et la guerre à travers l'histoire, comme le grand appareil discursif par lequel s'est faite au XVIIIe siècle la critique de l'État, en faisant de ce rapport guerre-histoire l'émergence, la condition d'émergence de la politique, eh bien, le droit avait donc pour fonction de rétablir la continuité dans son discours. Eh bien, la tragédie de Shakespeare, elle, eh bien, elle s'acharne au contraire sur cette plaie, sur cette espèce de blessure répétée que porte le corps de la royauté dès lors qu'il y a mort violente des rois et avènement des souverains illégitimes. Bon. Je crois donc que la tragédie shakespearienne est par un de ses axes au moins sorte de cérémonie, de rituel de remémorisation des problèmes du droit public. On pourrait dire la même chose de la tragédie française, celle de Corneille, et peut-être plus encore celle de Racine, justement.
Et d'ailleurs, d'une façon générale, est-ce que la tragédie grecque aussi n'est pas toujours essentiellement une tragédie du droit? Je crois qu'il y a une appartenance fondamentale, essentielle, entre la tragédie et le droit, entre la tragédie et le droit public, tout comme vraisemblablement il y a appartenance essentielle entre le roman et le problème de la norme. La tragédie et le droit, le roman et la norme, enfin bon, tout ça, ça serait peut-être à regarder. En tout cas, la tragédie en France au XVIIe siècle est elle aussi une sorte de représentation du droit public, une représentation historico-juridique de la puissance publique. À ceci près, bien sûr, et c'est là une différence fondamentale avec Shakespeare, le génie mis à part, c'est que, d'une part, bien sûr, dans la tragédie classique française, il n'est en général question que des rois antiques. Bon, codage, bien sûr, peut-être lié sans doute à la prudence politique, mais après tout, il ne faut pas oublier non plus que parmi toutes les raisons de cette référence à l'Antiquité, il y a ceci, c'est que le droit monarchique au XVIIe siècle en France et surtout sous Louis XIV, le droit monarchique se donne par sa forme et même par la continuité de son histoire comme étant en ligne directe par rapport aux monarchies antiques. C'est bien le même type de pouvoir, c'est bien le même type de monarchie, c'est bien substantiellement et juridiquement la même monarchie que l'on trouve chez Auguste ou Néron, à la limite chez Pyrrhus, et puis chez Louis XIV. D'autre part, dans la tragédie classique française, référence à l'Antiquité d'une part, présence aussi de cette institution qui semble en quelque sorte limiter les pouvoirs tragiques de la tragédie et la faire basculer dans un théâtre de la galanterie et de l'intrigue, c'est la présence de la cour. Tragédie de l'Antiquité et tragédie de la cour, mais qu'est-ce que c'est que la cour? Sinon précisément, et ceci d'une façon éclatante chez Louis XIV, là aussi, une sorte de leçon de droit public. La cour, qu'est-ce que c'est? La cour, elle a essentiellement pour fonction de constituer, d'aménager un lieu de manifestation quotidienne et permanente du pouvoir royal dans son éclat. Au fond, la cour, c'est cette espèce d'opération rituelle permanente, recommencée de jour en jour, qui requalifie un individu, un homme particulier, comme étant le roi, comme étant le monarque, comme étant le souverain. La cour, dans son rituel monotone, c'est l'opération sans cesse renouvelée par laquelle un homme qui se lève, qui se promène, qui mange, qui a ses amours et ses passions, est en même temps, à travers cela, à partir de cela, et sans que rien de cela ne soit en quelque sorte éliminé, un souverain. Rendre son amour souverain, rendre son alimentation souverain, rendre souverain son lever et son coucher, c'est en cela que consiste l'opération spécifique du rituel et du cérémonial de la cour. Eh bien, tandis que la cour, donc, requalifie sans cesse le quotidien en souverain, en la personne d'un monarque qui est la substance même de la monarchie, eh bien, cela, la tragédie le fait en quelque sorte en sens inverse, où la tragédie, si l'on veut, défait et recompose ce que le rituel cérémonial de la cour établit chaque jour. La tragédie classique, la tragédie racinienne, eh bien, que fait-elle? Je crois qu'elle a, et c'est en tout cas un de ses axes, elle a pour fonction de constituer l'envers de la cérémonie, ou de montrer la cérémonie déchirée, le moment où le détenteur de la puissance publique, le souverain, se décompose peu à peu en homme de passion, en homme de colère, en homme de vengeance, en homme d'amour, d'inceste, etc., peu importe, et où le problème est de savoir si à partir de cette décomposition du souverain en homme de passion, le roi souverain pourra renaître et se recomposer. Mort et résurrection du corps du roi dans le cœur du monarque. C'est cela, si vous voulez, le problème juridique, beaucoup plus que psychologique, qui est posé par la tragédie racinienne. Et dans cette mesure, vous comprenez bien que Louis XIV, en demandant à Racine
de devenir son historiographe, ne faisait pas autre chose que de rester à la fois dans la ligne de ce qu'était l'historiographie de la monarchie jusque-là, c'est-à-dire chanter le pouvoir lui-même, et il restait également, ou plutôt, il permettait à Racine de rester dans la fonction même qu'il avait exercée lorsque il écrivait des tragédies. Il lui demandait au fond d'écrire comme historiographe le 5e acte d'une tragédie heureuse, c'est-à-dire la remontée de l'homme privé, de l'homme de cour et de cœur, jusqu'à ce point où il devient chef de guerre et monarque, détenteur de la souveraineté. Confier son historiographie à un poète tragique, ce n'était pas au fond du tout quitter l'ordre du droit, ce n'était pas trahir du tout la vieille fonction de l'histoire qui était de dire le droit et de dire le droit de l'État souverain. C'était, je crois, par une nécessité qui était liée à l'absolutisme du roi, revenir au contraire à la fonction la plus pure et la plus élémentaire de l'historiographie royale, dans cette monarchie absolue dont il ne faut pas oublier que par une espèce d'étrange replongée vers l'archaïsme, elle faisait de la cérémonie du pouvoir un moment politique intense. Dans cette monarchie absolue où la cour, comme cérémonie du pouvoir, était une leçon quotidienne de droit public, une manifestation quotidienne de droit public, eh bien on comprend que l'histoire du roi ait pu reprendre ainsi sa forme pure, sa forme magico-poétique en quelque sorte. L'histoire du roi ne pouvait pas ne pas redevenir le chant du pouvoir sur lui-même, donc, si vous voulez, absolutisme, cérémonial de la cour, illustration de droit public, tragédie classique, historiographie du roi, tout cela, je crois, appartenait à un même ensemble. Bon, pardonnez ces spéculations sur Racine et l'historiographie. On saute un siècle, le siècle justement qui a été inauguré par Boulainvilliers, et on prend le dernier des monarques absolus, avec son dernier historiographe, c'est-à-dire Louis XVI et Jean-Nicolas Moreau. Jean ou Joseph, je ne sais plus. Enfin, ça, vous n'en mourrez pas moi non plus. Bon, Moreau donc, successeur lointain de Racine, qui est, dont je vous avais dit déjà quelques mots, et qui était cet administrateur, ce ministre de l'Histoire que Louis XVI avait nommé vers les années 1780. Si on le compare à Racine, qui est Moreau, parallèle dangereux, vous me direz. Dangereux, mais qui n'est peut-être pas à la défaveur de qui on croit. Moreau, défenseur savant d'un roi, bien sûr, qui aura dans sa vie un certain nombre d'occasions d'être défendu. Défenseur, en tout cas, c'est bien le rôle qu'il a lorsqu'il est nommé vers les années 1780. Défenseur en un moment où, justement, les droits de la monarchie sont attaqués au nom de l'histoire, et ceci d'horizons bien différents, non seulement du côté de la noblesse, mais des parlementaires, mais de la bourgeoisie aussi. C'est le moment où l'histoire est devenue justement le discours par lequel chaque nation, entre guillemets, ou en tout cas chaque corps, chaque classe, fait valoir son propre droit. L'histoire est devenue, si vous voulez, le discours général des luttes politiques. À ce moment-là, donc, création d'un ministère de l'histoire, et c'est là où vous me direz, est-ce que vraiment l'histoire a à ce point échappé à l'État, puisqu'on voit un siècle après Racine, apparaître un historiographe qui est au moins aussi lié au pouvoir de l'État, puisqu'il est véritablement, il exerce une fonction, sinon ministérielle, du moins administrative. De quoi s'agissait-il dans cette création, donc, de cette administration centrale de l'histoire? Il s'agissait d'armer, dans cette bataille politique, d'armer en quelque sorte le roi dans la mesure où il n'est après tout qu'une force parmi les autres et attaqué par les autres. Il s'agissait de tenter aussi d'établir une sorte de paix imposée dans ces luttes historico-politiques. Il s'agissait de coder une fois pour toutes ce discours de l'histoire
pour qu'ils puissent s'intégrer à la pratique de l'État. D'où les tâches qui avaient été confiées à Moreau, collationner les documents de l'administration, les mettre à la disposition de l'administration elle-même, d'abord celle des finances et ensuite les autres, et enfin ouvrir ces documents et ce trésor de documents à des gens qui seraient payés par le roi pour faire cette recherche. Bon. À ceci près donc que Moreau n'est pas Racine, que Louis XVI n'est pas Louis XIV, et qu'on est loin de la description cérémonieuse du passage du Rhin, quelle est la différence entre Moreau et Racine? Quelle est la différence entre l'ancienne historiographie, celle que l'on trouve à son point, quelque sorte, le plus pur à la fin du XVIIe siècle, et puis cette espèce d'histoire que l'État est en train de prendre en charge et de prendre en contrôle à la fin du XVIIIe siècle? Peut-on dire que l'histoire a cessé d'être un discours de l'État sur lui-même dès lors qu'on a peut-être quitté l'historiographie de cours, mais pour tomber dans une historiographie de type administratif? Eh bien, je crois que la différence est considérable, en tout cas qu'elle demande à être mesurée. Et là, alors, nouvel excursus, si vous voulez, très ceci. Bon, ce qui distingue ce qu'on pourrait appeler l'histoire des sciences de la généalogie des savoirs. Ce qui les distingue, c'est que l'histoire des sciences se situe essentiellement sur un axe qui est en gros celui de l'axe connaissance-vérité, enfin en tout cas l'axe qui va de la structure de la connaissance à l'exigence de la vérité. Bon, la généalogie des savoirs, par opposition à l'histoire des sciences, la généalogie des savoirs se situe sur un axe qui est autre, c'est l'axe discours-pouvoir, ou si vous voulez, l'axe pratique discursive, affrontement de pouvoir. Bon. Alors, il me semble que quand on l'applique à cette période, je crois, privilégiée pour tout un tas de raisons, qui est le XVIIIe siècle, quand on l'applique à ce domaine, à cette région, la généalogie des savoirs, elle a d'abord à déjouer, avant toute chose, la problématique des Lumières. Elle a à déjouer ce qui, à l'époque, et d'ailleurs au XIXe et au XXe siècle encore, a été décrit comme le progrès des Lumières, la lutte de la connaissance contre l'ignorance, de la raison contre les chimères, de l'expérience contre les préjugés, des raisonnements contre l'erreur, etc. Tout cela qui a été décrit et symbolisé comme la marche du jour dissipant la nuit, eh bien c'est cela, je crois, dont il faut se débarrasser et percevoir, au lieu de ce rapport entre jour et nuit, entre connaissance et ignorance, ce qu'il faut percevoir au cours du XVIIIe siècle, c'est quelque chose de très différent, un immense et multiple combat, non pas donc entre connaissance et ignorance, mais immense et multiple combat des savoirs les uns contre les autres, des savoirs s'opposant entre eux par leur morphologie propre, par leurs détenteurs ennemis les uns des autres et par leurs effets de pouvoir intrinsèques. Je vais prendre là un ou deux exemples qui m'éloigneront provisoirement de l'histoire. Problème, si vous voulez, du savoir technique, technologique. Bon. Ces savoirs, on dit souvent que le XVIIIe siècle, c'est le siècle d'émergence de savoir technique. En fait, ce qui s'est passé au XVIIIe siècle, c'est tout autre chose. Ce qui s'est passé, eh bien, c'est d'abord l'existence plurielle, polymorphe, multiple, dispersée, de savoirs différents qui existaient avec leurs différences, selon les régions géographiques, selon la taille des entreprises, des ateliers, etc. Je parle des connaissances technologiques, n'est-ce pas? Selon les catégories sociales, l'éducation, la richesse, etc. de ceux qui les détenaient. Bon, et ces savoirs étaient en lutte les uns avec les autres, les uns en face des autres, dans une société où le secret du savoir technologique valait richesse,
et où l'indépendance de ces savoirs les uns par rapport aux autres signifiait aussi l'indépendance des individus. Savoir donc multiple, savoir secret, savoir fonctionnant comme richesse et comme garantie d'indépendance, c'était dans ce morcellement que fonctionnait le savoir technologique. Or, à mesure que se sont développées alors, si vous voulez, aussi bien les forces de production que les demandes économiques, le prix de ces savoirs a augmenté, la lutte de ces savoirs les uns par rapport aux autres, les délimitations d'indépendance, les exigences de secret sont devenues plus fortes et en quelque sorte plus tendues, et du même coup, se sont développés des processus d'annexion, de confiscation, de reprise en charge des plus petits savoirs, les plus particuliers, les plus locaux, les plus artisanaux, par les plus grands, je veux dire les plus généraux, les plus industriels, ceux qui circulaient le plus facilement. Une sorte d'immense lutte économico-politique autour des savoirs, à propos de ces savoirs, à propos de leur dispersion et de leur hétérogénéité, immense lutte autour des inductions économiques et des effets de pouvoir liés à la possession d'un pouvoir, à sa possession exclusive, à sa dispersion et à son secret. C'est dans cette forme-là des savoirs multiples, indépendants, hétérogènes et secrets qu'il faut penser ce qu'on a appelé le développement du savoir technologique au XVIIIe siècle. C'est dans cette forme de multiplicité, et non pas dans le progrès du jour sur la nuit, de la connaissance sur l'ignorance. Or, dans ces luttes, dans ces tentatives d'annexion, qui sont en même temps des tentatives de généralisation, eh bien, l'État va intervenir, il va intervenir directement ou indirectement par, je crois, 4 grands procédés. D'abord, l'élimination, la disqualification de ce qu'on pourrait appeler les petits savoirs inutiles et irréductibles, économiquement coûteux. Élimination et disqualification, donc. Deuxièmement, normalisation de ces savoirs entre eux. Normalisation qui va permettre de les ajuster les uns aux autres, de les faire communiquer entre eux, d'abattre les barrières du secret et les délimitations géographiques ou techniques, bref, rendre interchangeables non seulement les savoirs, mais ceux qui les détiennent. Deuxième opération, donc, normalisation de ces savoirs dispersés. Troisième opération, classification hiérarchique de ces savoirs. Classification hiérarchique qui permettent en quelque sorte de les emboîter les uns dans les autres, depuis les plus particuliers et les plus matériels, qui seront en même temps les savoirs subordonnés, jusqu'aux formes les plus générales, jusqu'aux savoirs les plus formels, qui seront à la fois les formes enveloppantes de savoir et les formes directrices de savoir. Donc classification hiérarchique, et enfin, à partir de là, possibilité, c'est la quatrième opération, d'une centralisation pyramidale qui permet le contrôle de ces savoirs, qui assure les sélections et qui permet de transmettre à la fois de bas en haut le contenu des savoirs et de haut en bas les directions d'ensemble et les organisations générales que l'on veut faire prévaloir. Bon. Eh bien, à ce mouvement d'organisation des savoirs technologiques, toute une série de pratiques, d'entreprises, d'institutions ont correspondu. L'encyclopédie, par exemple, on a l'habitude de ne voir dans l'encyclopédie que son côté d'opposition politique ou idéologique à la monarchie et à une forme au moins de catholicisme. En fait, l'encyclopédie, son intérêt technologique n'est pas à mettre au compte d'un matérialisme philosophique, mais bel et bien d'une opération à la fois politique et économique d'homogénéisation des savoirs technologiques. Les grandes enquêtes sur les méthodes de l'artisanat, sur les modes, par exemple, sur les techniques métallurgiques, sur l'extraction minière, etc., ces grandes enquêtes qui se sont développées depuis le milieu du XVIIIe jusqu'à la fin du siècle, ont correspondu à cette entreprise de normalisation des savoirs techniques. L'existence, la création
ou le développement de grandes écoles comme celle des mines, des ponts et chaussées, etc., ont permis d'établir des niveaux, des coupures, des strates à la fois qualitatives et quantitatives entre les différents savoirs, ce qui a permis leur hiérarchisation. Et enfin, les corps d'inspecteurs qui ont de toute la surface du royaume donné consignes et conseils pour l'aménagement et l'utilisation de ces savoirs techniques, ont assuré la fonction de centralisation. Bon, on pourrait dire la même chose aussi, je vous ai pris l'exemple des savoirs techniques, on pourrait dire la même chose à propos du savoir médical. Toute la seconde moitié du XVIIIe siècle a vu se développer tout un travail de, à la fois, homogénéisation, normalisation, classification, centralisation du savoir médical, comment donner un contenu uniforme au savoir médical, comment lui imposer des règles homogènes à la pratique des soins, comment imposer ces règles à la population, moins d'ailleurs pour lui faire partager ce savoir que pour le lui rendre acceptable. Bon, alors ça a été la création des hôpitaux, ça a été la création des dispensaires, la création de la Société royale de médecine, la codification de la profession médicale, toute une énorme campagne d'hygiène publique, toute une énorme campagne aussi sur l'hygiène des nourrissons et des enfants. Au fond, dans toutes ces entreprises, pour lesquelles je vous ai cité simplement deux exemples, de quoi s'agissait-il? Bon, il s'agissait donc de quatre choses: sélection, normalisation, hiérarchisation et centralisation. Ces quatre opérations, sélection, normalisation, hiérarchisation, centralisation, qu'est-ce que c'est? C'est évidemment les quatre opérations que l'on peut voir à l'œuvre dans une étude un peu détaillée de ce qu'on appelle le pouvoir disciplinaire. Le XVIIIe siècle a été le siècle de la mise en discipline des savoirs, c'est-à-dire à la fois l'organisation interne de chaque savoir comme une discipline ayant justement dans son champ propre à la fois des critères de sélection qui permettent d'écarter le faux savoir, le non-savoir, des formes de normalisation et d'homogénéisation des contenus, des formes de hiérarchisation de ces savoirs, et enfin une organisation interne de centralisation de ce savoir autour d'une sorte d'axiomatisation de fait de ce savoir. Donc, aménagement de chaque savoir comme discipline, et d'autre part, étalement de ces savoirs ainsi disciplinarisés de l'intérieur, leur étalement, leur mise en communication, leur répartition, leur hiérarchisation réciproque en une espèce de champ global ou de discipline globale que l'on appelle précisément la science. La science n'existait pas avant le XVIIIe siècle. Il existait des sciences, il existait des savoirs. Il existait aussi, si vous voulez, la philosophie. La philosophie était justement le système d'organisation, ou plutôt le système de communication des savoirs les uns par rapport aux autres. Et c'est dans cette mesure-là où, effectivement, elle pouvait avoir un rôle effectif, un rôle réel, un rôle opératoire à l'intérieur du développement des connaissances. Apparaît maintenant, avec la disciplinarisation du savoir, apparaît dans sa singularité polymorphe, à la fois ce fait et cette contrainte qui font maintenant corps avec notre culture et qu'on appelle la science. Disparaît, je crois, à ce moment-là, et du fait même. D'une part, ce rôle à la fois fondamental et fondateur de la philosophie. La philosophie, désormais, n'aura plus aucun rôle effectif à jouer à l'intérieur de la science et des processus de savoir. Disparaît en même temps et réciproquement la mathésie, si vous voulez, comme projet d'une science universelle, d'une science qui servirait à la fois d'instrument formel et de fondement rigoureux à toutes les sciences. La science. La science comme domaine général, comme police disciplinaire des savoirs. La science a pris le relais à la fois de la philosophie et de la mathésie.
Et elle va poser désormais des problèmes spécifiques à la police disciplinaire des savoirs, c'est-à-dire problèmes de classification, problèmes de hiérarchisation, problèmes de voisinage, etc. De ce changement considérable, qui a fait qu'à partir de cette mise en discipline des savoirs et de l'évacuation par conséquent, et du discours philosophique opérant dans la science, et du projet interne aux sciences de Mathésis, eh bien, à partir de ce changement considérable, le XVIIIe siècle n'en a pris conscience, vous le savez, que sous la forme d'un progrès de la raison. Mais je crois que c'est en saisissant bien que sous ce qu'on a appelé le progrès de la raison, ce qui se passait, c'était la mise en discipline des savoirs polymorphes et hétérogènes. Eh bien, à partir de là, on peut comprendre un certain nombre de choses. Premièrement, l'apparition de l'université. Bien sûr, par l'apparition au sens strict, puisque les universités avaient leur fonction, leur rôle, etc., et leur existence bien avant. Mais enfin, apparaît à partir du fin du XVIIIe, début du XIXe, la création de l'université napoléonienne, elle se situe précisément là. Eh bien, apparaît quelque chose qui est comme une sorte de grand appareil uniforme de savoir, qui, avec ses différents étages et ses différents prolongements, son étagement et ses protoplasmes, a pour fonction quoi? Bon. Il y a l'université, elle a d'abord une fonction de sélection non pas tellement des gens, mais après coup, ce n'est pas ça important, essentiellement de sélection des savoirs. En ce sens, et ce rôle de sélection, elle l'exerce comment? Par l'espèce de monopole de fait, mais aussi de droit, qui fait qu'un savoir qui n'est pas né, qui n'est pas formé à l'intérieur de cette espèce de champ institutionnel, aux limites d'ailleurs relativement flottantes, mais qui constitue en gros l'université, les organismes officiels de recherche. En dehors de cela, le savoir à l'état sauvage, le savoir né d'ailleurs, se trouve automatiquement d'entrée de jeu, sinon tout à fait exclu, du moins disqualifié a priori. Disparition du savant amateur, c'est un fait connu au XIXe siècle. Donc, rôle de sélection de l'université, sélection des savoirs, rôle de répartition de l'étage, de la qualité et de la quantité des savoirs en différents niveaux, c'est le rôle d'enseignement, avec toutes les barrières qui existent entre les différents étages de l'appareil universitaire, rôle de l'homogénéisation des savoirs par la constitution d'une sorte de communauté scientifique à statut reconnu, organisation d'un consensus, et enfin centralisation par le caractère direct ou indirect d'appareils d'État. L'apparition donc de quelque chose comme l'université, avec encore une fois ses prolongements, ses frontières incertaines, se comprend au début du XIXe siècle, se comprend à partir du moment où justement s'est opérée cette disciplinarisation des savoirs, cette mise en discipline des savoirs. Deuxièmement, deuxième fait que l'on peut comprendre à partir de là, eh bien c'est quelque chose qui serait, si vous voulez, un changement dans la forme du dogmatisme. Parce qu'à partir du moment où se produit forme de contrôle dont le mécanisme, c'est donc la discipline interne des savoirs par un appareil à cela défini. Dès lors qu'on a donc cette forme-là de contrôle, vous comprenez bien que l'on peut parfaitement renoncer à quelque chose qui serait l'orthodoxie des énoncés, orthodoxie coûteuse, puisque cette vieille orthodoxie qui fonctionnait et qui était le mode de fonctionnement religieux, ecclésiastique, de contrôle sur le savoir, ce principe de l'orthodoxie des énoncés était coûteux, puisqu'il avait entraîné la condamnation, l'exclusion d'un certain nombre d'énoncés qui étaient scientifiquement vrais et scientifiquement féconds. À cette orthodoxie qui portait
sur les énoncés eux-mêmes, qui triaient ceux qui étaient conformes et ceux qui n'étaient pas conformes, ceux qui étaient acceptables et ceux qui n'étaient pas acceptables. La discipline, la disciplinarisation interne des savoirs qui est mise en place au XVIIIe siècle va substituer autre chose, un contrôle qui ne porte donc pas sur le contenu des énoncés, sur leur conformité ou non à une certaine vérité, elle va porter sur la régularité des énonciations et non plus sur le contenu des énoncés. Le problème sera de savoir qui a parlé et s'il était qualifié à parler. À quel niveau se situe cet énoncé? Dans quel ensemble est-ce qu'on peut le replacer? En quoi et dans quelle mesure il est conforme à d'autres formes et à d'autres typologies de savoir? Ce qui permet à la fois, d'une part, un libéralisme en un sens, sinon indéfini, du moins beaucoup plus large, quant au contenu même des énoncés, et un contrôle infiniment plus rigoureux, plus compréhensif, plus large dans sa surface portante, au niveau même des procédures de l'énonciation. Et du coup s'en déduisent tout naturellement eh bien, une possibilité de rotation beaucoup plus grande des énoncés, une désuétude beaucoup plus rapide des vérités, d'où un déblocage épistémologique. Autant l'orthodoxie portant sur le contenu des énoncés avait pu être obstacle au renouvellement du stock de savoir scientifique, autant en revanche la disciplinarisation au niveau des énonciations a permis une vitesse de renouvellement des énoncés beaucoup plus grande. On est passé, si vous voulez, de la censure des énoncés à la discipline de l'énonciation, ou encore, si vous voulez, on est passé de l'orthodoxie à quelque chose que j'appellerais l'orthologie, et qui est la forme de contrôle qui s'exerce maintenant à partir de la discipline. Bon, je me suis un peu égaré dans tout ça. Enfin, si je vous ai dit tout ça, c'est parce que vous le voyez bien. Bon, on a étudié on a étudié comment les techniques disciplinaires de pouvoir, prises à leur niveau le plus ténu, le plus élémentaire, prises au niveau du corps même des individus, on a pu montrer comment ces techniques du pouvoir disciplinaire étaient arrivées à changer l'économie politique du pouvoir, on avait modifié les appareils, comment aussi ces techniques disciplinaires de pouvoir portant sur le corps avaient provoqué non seulement un cumul de savoir, mais dégagé des domaines de savoir possibles, on a pu montrer comment les disciplines de pouvoir appliquées sur les corps avaient fait sortir de ces corps assujettis quelque chose qui était une âme sujet, un moi, une psyché, etc. Bon, tout ça a été fait les années dernières. Eh bien, je pense qu'il faudrait maintenant étudier comment s'est produite une autre forme de mise en discipline, une autre forme de disciplinarisation contemporaine de la première, une disciplinarisation qui ne porte plus sur les corps, mais qui porte sur les savoirs. Et on pourrait montrer, je crois, comment cette disciplinarisation portant sur les savoirs a provoqué quoi? Eh bien, un déblocage épistémologique, une nouvelle forme, une nouvelle régularité dans la prolifération des savoirs. On pourrait montrer comment cette disciplinarisation a aménagé un nouveau mode de rapport entre pouvoir et savoir. On pourrait montrer enfin comment, à partir de ces savoirs disciplinés, eh bien, est apparu quelque chose, une contrainte nouvelle, qui n'est plus la contrainte de la vérité, mais qui est la contrainte de la science. Bon, tout ça, ça nous éloigne de l'historiographe du roi, de Racine et de Moreau, mais je crois que Moreau, et là on pourrait reprendre l'analyse, mais je ne le ferai pas, pourrait montrer comment, au fond, au moment même où justement l'histoire, le savoir historique, entrait dans un champ général de combat, l'histoire se trouvait, mais pour d'autres raisons, dans la même situation, au fond, que ces savoirs technologiques dont je vous parlais tout à l'heure. Ces savoirs technologiques, dans leur dispersion, dans leur morphologie propre, dans leur régionalisation, dans leur caractère local, avec le secret qui les entourait, étaient forcément pris. Ils étaient à la fois l'enjeu
est l'instrument d'une lutte économique et d'une lutte politique. Et que dans cette lutte générale des savoirs technologiques les uns par rapport aux autres, l'État était intervenu avec une fonction, avec un rôle de disciplinarisation, c'est-à-dire à la fois de sélection, d'homogénéisation, d'hiérarchisation, centralisation, etc. Bon. Eh bien, le savoir historique, lui, pour des raisons tout à fait différentes, est entré, mais à peu près à la même époque, dans un champ de lutte et de bataille, non plus pour des raisons directement économiques, mais pour des raisons de lutte et de lutte politique. Lorsque, en effet, ce savoir historique, qui jusque-là avait fait partie de ce discours que l'État ou le pouvoir tenait sur lui-même, lorsqu'il a été énucléé par rapport à ce pouvoir, et qu'il est devenu un instrument de lutte et de lutte politique tout au long du XIXe siècle, tout au long du XVIIIe siècle, eh bien, de la même façon et pour la même raison, il y a eu tentative de la part du pouvoir pour le reprendre et le disciplinariser. Et la création d'un ministère de l'histoire, la création de ce grand dépôt d'archives qui allait d'ailleurs devenir l'école des chartes au XIXe siècle, eh bien cette création à la fin du XVIIIe siècle, contemporaine à peu près de la création de l'école des mines, l'école des ponts des choses, enfin les ponts des choses un peu différents, peu importe, la création correspond lui aussi à cette mise en discipline du savoir. Il s'est agi pour le pouvoir royal de mettre en discipline le savoir historique, les savoirs historiques, et d'établir ainsi un savoir d'État. Seulement avec ceci, cette différence par rapport à, si vous voulez, le savoir technologique, c'est que dans la mesure même où l'histoire était bien, et je crois que dans la mesure où l'histoire était bien un savoir essentiellement anti-étatique, entre l'histoire disciplinarisée par l'État, devenue contenu d'enseignement officiel, et puis cette histoire liée aux luttes comme conscience des sujets en lutte, il y a eu un affrontement perpétuel. L'affrontement n'a pas été réduit par la disciplinarisation, alors que dans l'ordre de la technologie, on peut dire qu'en gros, la disciplinarisation opérée au cours du XVIIIe siècle a été efficace et a réussi. En revanche, en ce qui concerne le savoir historique, il y a eu disciplinarisation d'une part, mais cette disciplinarisation non seulement n'a pas empêché, mais a finalement renforcé par tout un jeu de lutte, de confiscation, de contestation réciproque, elle a renforcé l'histoire, si vous voulez, non étatique, l'histoire décentrée, l'histoire des sujets en lutte. Et dans cette mesure-là, vous avez perpétuellement deux niveaux de conscience et de savoir historique, deux niveaux bien sûr qui vont se décaler de plus en plus les uns par rapport aux autres, mais qui le décalage n'empêchera jamais leur existence à l'un et à l'autre. D'une part, un savoir effectivement disciplinarisé sous forme de discipline historique, et d'un autre côté, une conscience historique polymorphe, divisée et combattante, qui n'est pas autre chose que l'autre aspect, l'autre face de la conscience politique. Et c'est un petit peu ces choses-là dont j'essaierai de vous parler à propos de la fin du XVIIIe siècle et du XIXe, les questions. Merci.